Les boîtes qu'on a aujourd'hui, ça a été notre raison de vivre pendant des années. Et on s'est jamais posé la question de OK, qu'est-ce qu'on a autour de ça? Par exemple, si je suis pas au bureau, que je suis chez moi, je sais pas quoi faire. J'ai pas de passion, j'ai pas d'hobby, j'ai rien. C'est rassurant pour moi de venir au bureau pour bosser plutôt que de rester chez moi en me disant OK, je fais quoi de la journée, tu vois. Il y a plein de personnes qui pourraient se dire ils ont envie d'entreprendre, mais au final, ils ont des crédits, ils ont des biens immobiliers, ils ont de la dette à rembourser. Demain, s'il y a un imprévu que je peux pas faire face au remboursement du crédit, je vais pas me lancer dans l'entrepreneuriat, sachant qu'au début, j'ai aucune vision. Voilà, il y a du risque derrière, c'est de l'entrepreneuriat, quoi. En 2018, je vais voir la caisse d'épargne, je leur dis voilà, nous on est des gros investisseurs, on veut investir dans l'IMO, etc. Elle me dit moi les prêts, j'ai pas trop l'habitude. Je dis bon, allez, next, c'est bon, on passe à la suite, tu vois. Bienvenue sur ce nouvel épisode de l'IMO sans cravate. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Émilie et Guillaume, donc des multi-investisseurs et surtout multi-entrepreneurs dans le domaine de l'immobilier. On va en parler tout au long un peu de cet épisode. Ouais, d'ailleurs, on les accueille dans le podcast, mais eux nous accueillent dans leur bureau pour tourner, du coup. C'est vrai, avec un setup un peu à l'arrache. Mais non, il y a quand même des lumières, des micros et 3 casques. C'est ça. Donc, bienvenue déjà. Bienvenue, ouais. Merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement Voilà, je vous laisse la parole. Je démarre ? Ouais. Émilie, 31 ans. Investisseuse immobilier de base, puisque c'est comme ça quand même qu'on a commencé il y a maintenant 10 ans. Et du coup, effectivement, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat en 2015. Ça commence à faire quelques années aussi. Ça va faire 10 ans. Attends, 8 ans. Mais ouais, du coup, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat et on a lancé plusieurs sociétés qui sont principalement autour du monde de l'investissement immobilier. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler complètement. Ouais. Pas mal au cours de ce podcast. Ouais, tout pareil. Donc ouais, on a commencé par l'IMO. Moi, je suis un peu plus âgé, mais quasiment rien. Non. Assume ton âge. Non, je ne dis pas. C'est comme les vieilles dames, je dis pas mon âge. Non, aujourd'hui, on se considère principalement comme des entrepreneurs et pas comme des investisseurs. Même si on peut considérer que l'investissement est une forme d'entrepreneuriat, c'est de l'investissement IMO. Carrément, c'est un truc qu'on dit beaucoup sur le podcast aussi, finalement. Donc là, j'en suis persuadé. Mais plus le temps passe et plus ton métier, quand tu deviens entrepreneur, s'éloigne finalement de l'IMO pour nous. Ouais. Même si tu travailles dans le domaine de l'immobilier, ton métier, c'est gérer des gens, gérer des équipes. Et, tu prends du recul, en fait, sur le truc. Finalement, tu fais de l'IMO, mais tu fais surtout de la gestion humaine et gestion de projet. Quoi. Ouais, clairement. Et donc, vous avez commencé à entreprendre en 2015, vous avez dit. Est-ce que c'était un souhait de votre part depuis le départ, quand vous avez commencé à investir dans l'immobilier, on va dire à titre particulier? Est-ce que vous avez déjà en tête, du coup, cette envie d'entreprendre, ou est-ce que c'est arrivé plus tard, par hasard, quoi, enfin, entre guillemets? Je pense que c'est arrivé plus tard. C'était pas forcément l'idée de base. L'idée de base, c'était vraiment l'investissement IMO. Et c'était se constituer un patrimoine immobilier qui permettait potentiellement à terme d'arrêter son taf. Mais c'était pas dans le but, au début en tout cas, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat est un peu venu par opportunité. Par opportunité qu'on s'est créé, hein, mais en fait, à un moment, on s'est posé la question de on aime faire de l'investissement IMO, nous, et si on aidait les autres, ça part de là en fait, et si on aidait les autres à se lancer. Et c'est comme ça qu'est née la première société en fait. Mais donc du coup, c'est vraiment plus par l'occasion qui a fait qu'on s'est dit bon, pourquoi pas se lancer. Ouais, il y a des personnes qui vous demandaient justement que vous les accompagniez dans leur projet au départ. C'est venu d'une demande ou c'est vous qui avez créé un peu ça? Ouais, en fait, pour revenir au début,
c'est plus moi qui étais dans cette démarche d'investissement IMO au départ. Quand j'ai rencontré Émilie, j'étais déjà en cours d'acquisition d'un premier immeuble. Donc c'était plutôt moi qui avais amené cette partie-là, on va dire. Et j'avais pas anticipé du tout l'idée en fait de faire de l'entrepreneuriat. J'avais mon plan, si tu veux, avec mon tableur Excel. Dans 20 ans, je quitte mon taf, etc. Mais pas pour avoir un nouveau métier, quoi. C'était pour devenir rentier. Voilà, c'était ça le plan. Et après, 2 ans après, on a commencé à organiser des premiers événements, des apéros, etc., gratuits sur Paris. Où on réunissait des investisseurs. C'est ça l'objectif, c'était de créer un club. C'est pour ça que ça s'appelle Club Immobilier. À la base, c'était juste un club de personnes qui se réunissent et qui partagent une même passion pour l'IMO. Et lors de ces événements-là, il n'y avait pas d'intervention ou quoi que ce soit, mais juste le fait de discuter avec des gens, on a commencé à avoir des demandes de personnes qui me disaient voilà, est-ce que tu pourrais m'aider, m'accompagner? Et c'est là où ça a commencé à trotter dans la tête en disant ouais, peut-être que si on inventait un nouveau métier qui était finalement l'investissement clé en main à l'époque, sur lequel on dit on va s'occuper de trouver un bien pour toi, on va gérer tes travaux et on va s'occuper de tout sauf la gestion locative, quoi. Mais c'était ça un peu l'idée, mais c'était freestyle, quoi. Il n'y avait pas vraiment... Il y avait une structure juridique vite fait, il y avait une holding, mais c'était une société civile. Enfin voilà, c'était vraiment pour tester parce le marché, quoi. Parce que même pour faire du clé en main et tout, il faut une carte T. Donc au début, voilà, c'était un faux clé en main, quoi, voilà. Clairement, on n'était pas trop dans les clous. Non, mais faut se lancer. Donc, voilà, vous avez faut bien commencer quelque part. Donc, voilà, c'était ça votre idée de base et votre proposition au final. Et du coup, quand vous avez créé Club Immobilier à la base, c'était même pas une boîte encore. C'était juste un club, comme tu disais. Il y avait pas pour parler de votre passion à l'époque, quoi, en fait. Non, on a créé la structure juridique Club Immo 1 an après. C'est-à-dire qu'à la base, c'était notre holding simplement qui organisait les événements et qui au début a facturé les premiers clients. Et après, c'est quand on a quitté nos emplois tous les deux et qu'on s'est lancé qu'on a dit on peut pas faire ça comme ça, il faut qu'on fasse une structure juridique. Mais bon, la première année, ça représentait pas grand-chose en termes de chiffres. C'était ridicule. On gagnait pas d'argent. Ça faisait un complément de revenu, mais c'est tout, quoi. Puis il y en a plein qui commencent comme ça. Il faut déjà commencer à se lancer et après penser à toutes ces problématiques, quoi. Ouais, clairement. J'aimerais bien... Bon. Je pense qu'il faut effectivement se lancer. Après, c'est bien d'être carré. Et après, les choses ont évolué aussi. C'est-à-dire que c'était un métier aussi qui n'existait pas à l'époque. Oui, c'est clair. Donc, on n'avait pas le même niveau d'information. On n'avait pas... ça justifie rien, mais c'est sûr que les choses ont bien évolué depuis. Et je pense que maintenant, il faut faire beaucoup plus attention à ce type d'activité qui est réglementé. Voilà, avant, c'était beaucoup plus flou et personne ne le proposait au final. Oui, comme tu dis, c'était un métier qui n'existait pas encore, en fait. Donc, En tout cas, que nous, on ne connaissait pas. Dans notre tête, on l'avait inventé, mais peut-être que quelqu'un le faisait, mais on ne savait pas qui. Et donc, c'est pour ça qu'on ne savait pas, en termes de prix, on ne savait pas comment se positionner, on ne savait pas quel prix mettre. On a fait comme ça, au feeling, quoi, tu vois. Et on s'est rendu compte que c'était pas le bon prix, qu'on n'était pas du tout bon. Mais voilà, ça a pris du temps. Mais c'est les leçons de l'entrepreneuriat. Avant qu'on continue sur cette partie Club Immobilier et les différentes structures et projets que vous avez montés dans cet écosystème, j'aimerais bien qu'on fasse juste un retour assez rapide sur déjà vos débuts dans l'IMO et pour les gens qui connaîtraient pas vos parcours. Parce que je pense que c'est aussi intéressant qu'on vous en podcast parce que vous avez quand même un parcours assez inspirant, je pense, pour les gens. Et donc voilà, si on peut revenir dessus rapidement. Moi, j'ai visité mon premier immeuble en décembre 2022. 2012. C'est plus vieux que ce que je pensais. En décembre 2012. Et étrangement, je rencontre Émilie en février 2013. Juste avant de signer l'acte authentique. Coïncidence, je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc ça a commencé comme ça, un premier immeuble. Moi, j'habitais à Bordeaux à l'époque. Franchement, j'ai visité, je crois, 2 immeubles et j'ai acheté le deuxième. J'ai pas négocié quasiment, j'ai fait que des erreurs. J'ai acheté sur 15 ans, j'ai mis de l'apport. Enfin bref, que des trucs qu'il fallait pas faire. Et ensuite, donc, je suis parti à Paris avant de signer l'acte authentique. Donc en fait, j'ai acheté un bien dans le Lot-et-Garonne et après, je suis parti vivre à Paris. Donc vachement pratique, encore une fois, pour le gérer. Mais au moins, c'était ma contrainte dès le départ, tu vois. Et après, j'ai rencontré Émilie. À la fin de l'année 2013, on a acheté j'ai acheté la résidence principale parce qu'Émilie était étudiante, donc on pouvait pas acheter ensemble pour l'instant. Donc voilà. Et après, on a commencé à accélérer. On a acheté un immeuble tous les 6 mois, on va dire, pendant les 3 premières années, donc de 2013, 2014, 2015. 2015, on crée Club Immo et 2016, on quitte nos emplois tous les deux
pour pouvoir lancer officiellement, on va dire, club immobilier, et déménager, quitter la région parisienne. Voilà. Ok. Ça allait assez vite au final quand même. Hein. Enfin, Ouais, ça allait vite. Ça allait Ouais. vite parce que finalement, nous, fin 2015, on avait une trentaine de lots, 35 lots peut-être. Ouais. Après, c'était pas des gros immeubles. Hein. C'était Ouais. des immeubles de 4, 5 appartes, tu vois, 6 appartes, qui étaient entre, on va dire, 100 000 euros et le plus cher était à... Bon, il nous a coûté beaucoup plus cher à la fin parce que c'est des problèmes de travaux, mais on va dire à 250 000, quoi, tu vois. Ok. ouais, dans des petites villes de taille moyenne, voilà. Exactement. Donc, en fait, c'est là où on a acheté de manière régulière, vraiment tous les 6 Ouais. mois. D'accord. Et après, on quitte notre emploi. Donc là, forcément, pour aller retrouver des investissements, etc., des crédits, c'est plus compliqué. Plus compliqué. Ouais. ouais, Et c'est j'avais une question, Émilie, du coup, quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que tu étais un peu dans ce milieu, l'immobilier, ça t'intéressait ou vraiment tu étais assez loin de ce domaine et c'est Guillaume qui t'a amené du coup Et j'étais très très loin. Ouais. J'étais très très loin et en fait, donc moi j'étais en plein dans mes études. Et en fait, j'ai personne autour de moi qui fait de l'IMO, dans ma famille ou quoi, personne. Et donc c'était un monde que je connaissais absolument pas et je m'étais jamais posé la question d'acheter de l'IMO pour le louer. C'est vraiment pas du tout dans mes préoccupations. Bon, j'avais 21 ans à l'époque aussi, donc Ouais. donc j'étais relativement jeune et c'est vraiment Guillaume qui m'a embarqué là-dedans et j'ai suivi assez vite, mais c'est vrai que non, c'est vraiment lui qui m'a fait découvrir ce monde-là. Alors j'étais totalement étrangère à Mais cette ça t'a notion. capté quand même, parce que il y en a qui, enfin, ils se mettent en couple, il y a une des deux personnes qui peut être à fond dans l'immobilier, veut que l'autre participe aussi, mais ça prend pas, quoi. Parce que, bon, il y a un désintéressement, quoi. Je pense que... je pense qu'on n'a jamais eu le même niveau d'intéressement justement sur le sujet. Enfin, je sais pas, peut-être qu'on Oui, peut en non, parler, ouais, non, mais ouais. moi j'étais passionné vraiment. Enfin, genre tous les matins au Ouais. petit-déj, je regardais des vidéos YouTube sur lesquelles on parlait d'IMO, tu vois, pendant que je faisais des petits-déj, quoi. Ouais. C'était vraiment, je pensais que à ça, voilà. Là où Émilie, elle voyait certainement... elle voyait déjà, premièrement, je pense, un moyen de passer du temps avec moi, puisque en fait, on se voyait souvent le week-end au début, puisqu'on Ouais. habitait à 2 extrémités de Paris, donc on se voyait pas souvent. D'accord. C'était compliqué, donc le week-end, moi j'étais en visite. Donc soit elle venait avec moi en visite, soit on se voyait pas, quoi. Ouais. Voilà. Donc finalement, c'est un peu comme ça que ça s'est fait, quoi, par obligation, finalement. Et après, du coup, elle s'est intéressée au sujet, mais intéressée pas sur le plan passionnel, intéressée sur le Ouais, plan, ok, je vois. bon, on va le faire, c'est une manière de gagner de l'argent, c'est une manière de générer des revenus complémentaires. Ouais, Donc, j'allais ok. dire peut-être sur la philosophie de se dire on va placer et on sait que plus tard on sera tranquille et pas vraiment sur l'immobilier en particulier où toi tu avais une vraie passion, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense que je voyais tout l'intérêt financier Ouais. et l'intérêt de lever de la dette et de se faire des revenus. Donc, je voyais bien le schéma. J'ai vite compris et j'ai vite compris que ça pouvait être intéressant. Mais ouais, j'avais pas effectivement la même passion d'aller tous les matins sur le Bon Coin rechercher des biens. Ouais. Ouais, Au petit-déj, quoi. Ouais, et elle l'a jamais eu. Et en fait, c'est aussi presque rassurant, tu vois, pour Ouais. les gens qui nous écoutent, de se dire, j'ai pas besoin d'être passionné, en fait. J'ai même pas besoin que ça soit une passion, parce qu'on pourrait complexer en se disant, ouais, moi, je vais faire de l'IMO, mais en même temps, ça me passionne pas de fou, tu vois. Mais ça n'empêche Ouais. pas de faire plein de choses. Clairement. Voilà, il y a plein de choses qu'on fait pas par passion et ça reste quand même intéressant, tu vois. Ouais, C'est ouais, des projets, complètement. voilà. Ok, bon, ben top. Merci pour le retour. Du coup, si je récapitule, premier investissement en 2013, vous continuez assez régulièrement. 2015, création de votre première structure, Club Immobilier. Ouais. Et ensuite, c'est un peu compliqué pour obtenir des financements, mais après quelques temps, vous remettez un gros coup de boost. En fait, 2015, Club Imo, en gros, démarrage de Club Imo, et Ouais. 2016, on quitte nos emplois tous les deux. Voilà. D'accord, ouais. Au début, on se posait la question de se dire est-ce qu'il n'y en a qu'un ou deux qui quittent l'emploi pour garder une sécurité. Et on s'aperçoit que le problème de faire ça aurait été qu'on soit à un rythme différent. Et du coup, il y en a un qui bosse la journée, et du coup, le soir, il doit bosser sur les projets, alors que l'autre, il a bossé sur les projets toute la journée. Tu vois. Donc on se dit ça va créer un décalage, et tant pis, on prend le risque. À ce moment-là, moi j'arrive à négocier une rupture conventionnelle. Ok. Et Émilie était en CDD.
Ouais, c'est ça, On lui j'étais même en intérim. Très exactement. J'étais en intérim, j'arrivais en fin de mission. Et du coup, j'ai dit que je voulais me renouveler, mais moi, j'ai dit. Ouais. Ok. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que vous avez pris un risque parce qu'il y a plein de personnes qui pourraient se dire ils ont envie d'entreprendre, mais au final, ils ont des crédits, ils ont des biens immobiliers, ils ont de la dette à rembourser, même s'il y a les loyers en face. Demain, s'il y a un imprévu que je ne peux pas faire face au remboursement du crédit, je ne vais pas me lancer dans l'entrepreneuriat, sachant qu'au début, je n'ai aucune vision, je ne sais même pas si ça va marcher. Donc c'est important, voilà, il y a du risque derrière, c'est l'entrepreneuriat, quoi. Il y a du risque, mais Maîtrisé. Maîtrisé. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait non plus n'importe quoi, je pense. Donc il y avait de l'IMO avec des loyers derrière, même si je pense que l'IMO, je pense que tu penses comme moi, mais je pense que l'IMO n'a jamais été une source de revenus principale, ou en tout cas ça n'a jamais, on le comptait pas vraiment comme. Oui, vous n'utilisez pas le cash flow généré pour vivre, quoi. Voilà, Ouais, c'était pas l'idée. Mais c'était une sécurité, c'était un matelas. Ok. Et pourquoi j'ai dit ça Par rapport à la maîtrise du risque de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, voilà. Donc, du coup, il y avait ça qui était en backup au cas où. On avait de l'épargne. Ouais. Soyons honnêtes, on avait un peu d'épargne aussi en banque. Et aussi, vous avez le chômage en plus. Et on a pu effectivement bénéficier des aides, du chômage pour les créateurs d'entreprises. Guillaume pendant 2 ans, du coup, et moi pendant 9 mois, puisque j'avais pas travaillé assez pour bénéficier pendant plus de temps. Donc il y avait ça, et puis il y a le fait aussi qu'on a déménagé, c'est-à-dire qu'on habitait en région parisienne, et en fait on s'est dit, on va déménager pour diminuer un petit peu nos charges aussi. Donc là, on a baissé drastiquement le montant de nos mensualités pour nous loger. Ouais. Donc en fait, voilà, ça a été une succession aussi de choix, je pense, relativement intelligents, qui nous permettaient de nous lancer un peu plus sereinement sans prendre des risques démesurés, quoi. Et ouais, du coup, à ce moment-là, vous visiez pas de vos cash flows, en fait. C'était même pas... C'était pas forcément l'idée. C'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire. On n'est pas très dépensier, je pense, de base. Et puis, l'avantage quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est que t'as pas le temps de dépenser parce que tu travailles beaucoup. Donc, en fait, tu fais quelques économies comme ça. Et en fait, avec finalement le chômage qu'on touchait, ça suffisait pour couvrir largement nos dépenses mensuelles. Ouais, nous, notre vision, c'est que aujourd'hui, on n'a pas vécu comme des moines, mais presque, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés, en effet, comme elle disait, à la campagne. Il n'y avait aucune tentation, pas de ciné, quasiment pas de resto, il n'y avait pas Uber Eats. Donc, pas Uber Eats, les gars, ça fait des économies de fou. Oui, c'est clair. Voilà. Il n'y avait rien. Donc, en fait, pas de tentation, jamais de trucs. Donc, tu bosses en effet toute la journée. On a mis en place des systèmes de récompenses pour nous avec des voyages et tout, mais comparé à ce que tu dépenses tous les jours si tu vis dans Paris, c'est clair. C'est pas comparable. Donc, on a... En fait, je pense que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire les choix qu'on a fait. Tu vois, sont pas prêts à dire, ok, on vend notre appart à Paris ou en région parisienne, on part vivre s'installer dans un bled mais paumé que personne connaît. Quand on arrive là-bas, les gens comprennent pas pourquoi on vient. Tu vois, on s'installe là-bas, on bosse toute la journée. Il fait moche, alors qu'on aurait pu s'installer dans le sud de la France, tu vois. Parce qu'en fait, on n'avait pas de lien. Mais l'avantage de vivre dans le nord, c'est que tu sors pas, en fait. Tu travailles beaucoup plus. Et c'est vrai, hein. Franchement, il y a moins de soleil, il fait moins beau, il fait moins chaud. Et du coup, tu restes chez toi, quoi. Donc, ouais, on a beaucoup bossé pendant cette période-là. Et on n'avait pas de tentation, on dépensait rien, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait rien. Donc, t'as aucune dépense, quoi. Et au final, avec le chômage qu'on avait, ça nous suffisait largement pour vivre. Et on mettait de l'argent de côté. Donc, on n'allait jamais gratter sur le cash flow, quoi. Ok. Donc du coup, quand vous avez lancé la boîte, vous sentiez pas forcément en danger en fait financièrement, quoi. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont dit waouh, c'est fou, tu vois, ils quittent leur taf et tout. Nous, jamais on a eu ce sentiment-là parce qu'en effet, tu dis bon allez, j'ai 2 ans pour faire le chômage. On se disait si ça marche pas, on va retrouver un emploi. Moi, j'étais conducteur de travaux. Bon, c'était très recherché et j'avais pas de mal à retrouver un taf. Émilie aussi. Bon,
on n'était pas inquiet par rapport à ça, je pense. Ouais, carrément. Enfin, Ouais. moi, je fais le parallèle avec nous aussi, mais moi, je suis même pas passé par la case salariat, tu vois. J'ai direct enchaîné après les études sur la création de la boîte, Sans chômage. sans chômage, sans rien du tout, sans une dizaine d'immeubles avec cash flow et tout ça. Mais bon, je me dis, bah, je taffe, j'essaie de faire en sorte que ça marche. Si ça marche pas, bah, j'ai un diplôme derrière, je retrouverai du taf. Enfin, je trouve que le risque, c'est pas comme si on devait tout fermer et aller vivre sous un pont, quoi. Il y a 2 poids 2 mesures, quoi. Mais par contre, on n'était pas... Enfin, moi, j'étais pas prêt à reprendre le même taf qu'avant. Ouais. Mais c'était... en gros, on s'était dit, si ça va pas, il y en a un ou deux qui va chez McDo. Mais c'était vraiment ça. Hein. Ok. En fait, on voulait pas se dire, on va reprendre un taf qui est un taf normal qui nous correspond, dans lequel on sortira jamais, tu vois. Ouais. Tu voulais pas... Si j'allais chez McDo, bon, j'allais certainement pas rester très longtemps. Et j'allais me dire, faut que je me bouge parce que je peux pas faire ça tous les jours, tu vois. En fait, tu voulais pas rentrer dans une zone de confort, quoi. Non. Ouais. Et on a fait des trucs pour gagner 5 euros, 10 euros, mais ridicule, quoi. Mais c'est important de le dire, hein, qu'au début, il faut faire des sacrifices quand on veut se lancer. Enfin, quand on veut monter une boîte, au début... Mais c'est pareil pour l'IMO. Oui, ouais, Il complètement. faut savoir ce qu'on veut, quoi. Il faut savoir ce qu'on veut. On parle je parle beaucoup à mes élèves, tu vois, du plaisir immédiat ou différé, tu vois. Ouais. Le fait et il y a trop de gens, quand ils passent leur temps à regarder, notamment les réseaux sociaux, Insta et tout, qui imaginent que, ok, t'achètes un appart et c'est bon, tu vois, tu vas aller dans Paris, dans les beaux hôtels, boire des coups avec des cafés à 10 euros, tu vois. Non, ça marche pas comme ça, tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait, on peut pas te montrer vraiment ce qui se passe quand tu achètes juste ton premier appart et que t'as rien et que tu veux faire gaffe, tu vois, pour la suite. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut quand même réaliser, c'est que ouais, c'est pas beau l'entrepreneuriat, tu vois, c'est pas beau l'investissement, c'est moche quoi, mais il y a que comme ça que ça marche, hein. Ouais, au début en tout cas. Au début. Ouais. Ah, je veux pas déprimer tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Non mais il faut être Non, mais il faut être conscient. tu vois. Je suis Ouais, d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Surtout, Bien sûr. je pense que, comme tu dis, les réseaux et probablement les réseaux ont quand même donné une image facile du truc et très loin de la réalité, je pense aussi. Oui. Du coup, il faut en être conscient, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est les réseaux. Et effectivement, tu vois, enfin, les gens montrent en tout cas tout ce qui se passe de beau dans leur vie sur les réseaux. Hein. Forcément, on va filmer ses vacances plutôt que son studio. Mais au final, je pense que tu peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat et dès le mois 1, ça marche et c'est incroyable et ta vie, elle change. C'est Moins d'avoir beaucoup de chance. avant d'avoir Mais- énormément de chance et d'avoir construit des choses. Mais même si tu démarres de zéro, Non, c'est pas possible. c'est pratiquement impossible. Donc ouais, on a fait des choses avec lesquelles on est aligné. Enfin, on l'a pas vécu comme une contrainte, tu vois. On n'a jamais subi notre vie, mais c'est juste que nous, ça a mis longtemps, ça a mis quelques années à prendre, hein, l'entrepreneuriat pour nous. Et du coup, effectivement, on a fait des choix. On a fait des choix qui ont fait qu'aujourd'hui, qui nous ont permis en fait d'en arriver là, je pense aussi. Donc, les premières années, on n'était pas capable de se verser même le RSA, quoi. Hein. Vraiment, on n'avait rien. Et notre erreur, ça a été de même pas regarder ça. C'est-à-dire que on était tellement confiant du fait que si tu travailles, tu gagnes de l'argent, qu'on n'a même pas regardé les premiers bilans. Tu vois, en disant, ouais, c'est bon, on bosse de fou, tu vois, donc ça devrait marcher, tu vois. Et à la fin de l'année, on regarde le bilan, putain, on n'a pas gagné d'argent. Mais on a bossé comme des dingues tous les jours, tous les week-ends, toute la nuit. Et là, coup au moral dur, là. Ouais, ouais. On a eu cette phase, nous, il y a pas très longtemps, mais parce qu'on est sur les débuts aussi de la boîte. Ouais. Et ouais, tu te poses des questions à ce moment-là au début. Mais après, comme tu dis, nous, on a aussi confiance dans le fait que si on continue de bosser et qu'on fait les choses bien, à long terme, en fait, moyen long terme, il n'y a pas de raison que ça marche pas, en fait. Le problème qu'on a eu, nous, c'est juste qu'en fait, on était débordés de clients, débordés de demandes. C'est un problème de riche, ça. Oui, mais ouais, non, c'est un problème quand même, c'est vrai. C'est un problème. Pourquoi ? C'est un problème parce que quand tu as plein de clients, que tu fais les projets et qu'à la fin tu gagnes pas d'argent, il y a un problème. Ouais. Parce que tu peux pas grandir plus, en fait. C'est le modèle, ouais. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait on s'est retrouvé à la fin de l'année à dire merde, en fait on peut pas faire plus, on peut pas faire mieux. Donc il fallait revoir tout le modèle. Tout le modèle économique qui était pas bon et qui était sur des mauvaises hypothèses, en fait. D'ailleurs, on peut peut-être en parler. Du coup, donc je suppose que là vous parlez des débuts de club immobilier. Du coup, c'était quoi l'idée, le modèle de base et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec le immobilier ? Alors en fait, le modèle de base, c'était en gros au tout début, c'était une forme de clé en main sur lequel on t'aidait à trouver un projet, on te proposait, on venait visiter avec toi.
On te faisait visiter, tu vois, dans la journée, plusieurs projets, etc. On s'occupait de gérer les travaux. Voilà, et après, on te redonnait les clés qu'on avait fini de gérer les travaux. Et on facturait 5% du montant du projet pour ça. Donc pour la partie travaux plus la partie recherche. Effectivement, c'est pas cher. Voilà, voilà, donc c'est juste impossible. Parce qu'en plus, c'était 5, je sais pas si c'est 5% de TTC ou hors taxe, je sais plus. Ouais, bon, bref. À tous les coups, c'était TTC, on s'en est pas rendu compte, tu vois, voilà. C'est ah merde, il y a la TVA à payer. Donc ouais, non. Donc là, c'était ça le modèle. Et en fait, on lance 6 mois après le lancement, on a quasiment 2 ans de carnet de commandes pour ça. Waouh. Donc on se dit, c'est bon. On flex et on se dit, on quitte nos tafs. Et c'est ça en fait. On a ça, on se dit, attends, mais il faut qu'on soit, faut qu'on soit dévoué à ça à 100%. Et plus le temps passe, plus on prend du retard, plus on a des nouveaux trucs qui arrivent, etc. Et on se dit, mais on va jamais y arriver. Et là, on prend une décision drastique et on écrit à tous nos clients. Et on leur dit, écoutez, en gros, maintenant, on cherche plus pour vous. C'est vous qui allez chercher. Et c'est plus 5%, mais 10%. Ou 8%, je sais plus. Donc là, on se dit, finalement... et si vous n'êtes pas content, on vous rembourse. Parce qu'on demandait un acompte. Du coup, on a genre 80% ou 70% des gens qui demandent un remboursement. Donc on perd tous nos clients quasiment. Mais on en a qui restent, finalement, sur lesquels on dit, on a doublé les prix, on cherche plus pour vous, et malgré tout, ils restent. Et là, on se dit, ah ouais, c'est quand même étonnant, tu vois. Et donc là, ça a été un vrai commencement, un nouveau commencement, de se dire, ok, finalement, ok. En fait, ça nous a libérés de avoir au moins moins de pression. Parce que impossible de gérer un client qui a 2 ans d'attente. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. C'est compliqué. Et du coup, ça, c'était à quelle période que vous avez fait ce switch ? Je pense que c'était fin 2016, début 2017, je pense. Je pense que c'est en décembre 2016, moi. Ok, donc il s'était bien écoulé entre quand même 1 an, 2 ans. Ouais, 1 an et demi, je pense. 1 an et demi. 1 an et demi d'activité. Et là, on réalise que c'est pas possible, qu'on peut pas tenir comme ça. Ouais, c'est sûr. Ça on pouvait pas continuer à travailler autant sans rien gagner, parce que à un moment c'est cool, on s'amuse bien, mais mais à un moment ça marche plus, quoi. Et comment vous gérez l'entrepreneuriat à 2 au début ? Est-ce qu'il y a eu tout s'est bien coordonné dès le départ, ou il y a eu des tensions, il a fallu réajuster un peu les missions, ou vous étiez vraiment complémentaires au final ? Pour moi, il y a eu des tensions, et les tensions sont arrivées quand on a voulu que l'autre fasse la même chose que nous. C'est-à-dire qu'on a voulu partir du principe qu'on doit tous participer à l'effort collectif, mais de la même manière. En disant, tu vois, moi je pouvais reprocher à Émilie de ne pas chercher des projets, de ne pas réfléchir à comment vendre tu vois, nos programmes, etc., ou notre accompagnement. Et potentiellement, dans l'autre sens, dire tu ne t'intéresses pas à d'autres sujets, tu vois. Donc en fait, on se reprochait l'un l'autre les trucs sur lesquels on n'était pas bon. Mais ça n'avait pas de sens, en fait. Surtout moi qui râlais, je pense, plutôt. Soyons honnêtes. Et donc, il y avait une forme de frustration pour moi de dire ça s'intéresse pas à ce que je fais, ou ça s'intéresse pas à cette partie-là qui pour moi est hyper importante. Et à côté de ça, en fait, elle a piloté des trucs que moi, j'avais pas envie de faire. Donc ça marchait, mais je râlais quand même. Ok. Voilà. Mais finalement, vous avez trouvé un équilibre en trouvant des activités, des domaines où vous étiez à l'aise chacun dans vos domaines, et vous êtes répartis les tâches comme ça, quoi. Ouais, en fait, on est très complémentaires au niveau de ce qu'on sait faire, au niveau du caractère et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte à un moment qu'on était complémentaires et qu'il fallait juste l'utiliser et l'accepter. Et donc, en fait, quand tu fais la liste de toutes les tâches, c'est relativement évident que telle tâche sera faite par Guillaume et telle tâche sera faite par moi. Et donc, en fait, à partir du moment où on a compris ça, depuis, il n'y a plus beaucoup de tension, je pense. Et depuis, c'est beaucoup plus fluide. Par contre, ça a évolué aussi maintenant avec les équipes et tout. Mais du coup, moi, je ne sais pas vraiment ce que fait Guillaume de ses journées. Et moi, il ne sait pas vraiment ce que je fais de mes journées. Par contre, on travaille pour la même boîte, dans le même but, quoi. Mais on a scindé les rôles, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que ça se passe bien. Mais ça a pris beaucoup de temps. Hein.
là, ça a l'air facile comme ça, hein, mais Ouais, je pense que c'est des trucs. même il y a Ouais. 1 an et demi, tu vois, Émilie, elle manageait encore des équipes, les équipes de la partie formation, tu vois. C'est elle qui les manageait, parce qu'on avait essayé d'autres, on a essayé plein de modèles, en fait, sur lesquels, bah tiens, toi, tu vas te mettre là, moi, je vais me mettre là. Ah, bah tiens, moi, j'ai envie de développer le groupe, donc toi, tu reprends l'opérationnel des équipes. Et il y a plein de trucs qui nous ont appris à dire, bah ça marche pas, là, on n'est pas bon. C'est là, en on est constante doué. évolution, quoi. Vous avez Ouais. testé, quoi. Et là, pour Testé. l'instant, tu vois, on a un modèle qui est, moi, je pilote la partie formation, principalement, et un peu le développement groupe, mais j'ai pas beaucoup de temps de le faire en ce moment. Et Émilie qui s'occupe de la partie plus admin, donc gestion comptable, RH, administratif, du groupe en entier, donc de toutes les structures. Ok. Et ça, c'est l'équilibre qu'on a pour l'instant. Mais Ça peut je suis changer, persuadé quoi. que Ouais. si on reparle dans 1 an, ça aura changé. Parce qu'il y a une forme un peu de nostalgie, tu vois, tu sais, des années de galère où on n'était Ouais. que 2, tu vois. En vrai, Ok. cette période-là, moi, j'en suis nostalgique un peu aujourd'hui, en me disant, ouais, c'était la galère, on gagnait rien, mais franchement, c'était cool, tu vois. Ouais, On ça était crée deux. des super souvenirs au Ouais. final. T'es 2 dans ta bagnole pourrie, là, tu vois, tu traverses la France et tu vas dans un hôtel pourri, tu manges une pizza, tu vois, enfin, bref. Ça me manque un peu, le fait de plus, du coup, travailler ensemble, finalement. Ouais, je vois. Et c'est marrant de se dire ça parce que il y a plein de gens qui disent non mais moi je pourrais jamais travailler tout le temps avec mon partenaire et en fait nous on l'a fait, là on a trouvé un équilibre à peu près et là on dit presque en fait on se manque presque alors qu'on travaille dans les mêmes bureaux, alors pas au même étage mais on travaille dans les mêmes bureaux, on se croise tous les jours, on se voit tous les soirs parce qu'on forcément on vit ensemble. Mais presque on se manque en fait et ça nous manque de bosser sur certains projets ensemble quoi. Ouais, parce qu'on a moins de sujets des discussions, vu que elle fait ses trucs, je fais mes trucs. Donc il y a des choses qui sont liées au groupe, forcément, sur lesquelles on peut parler. Mais il y a des sujets techniques que je vois moi avec mes équipes, dont je peux pas parler avec elles, parce qu'elle ne sait pas de quoi je parle, ça prendrait beaucoup trop de temps d'expliquer, et puis ça n'a pas de sens. Ouais, je vois. Et est-ce que vous parlez des projets et entrepreneuriat à la maison aussi, ou vous arrivez à scinder en mode. Ah oui, on en parle, ouais. Ouais. Surtout en ce moment. Ouais, surtout en ce moment. Mais depuis qu'on a un enfant, on Ouais. arrive un peu mieux à scinder. Disons qu'on a plus de week-ends. On s'accorde plus de week-ends qu'avant. Ouais. Ce qui fait qu'on arrive un peu mieux à scinder. Mais c'est vrai qu'il y a des moments de rush, comme actuellement, où ouais, tous les soirs, on C'est débriefe. normal après. Ouais. Enfin, c'est dur de vraiment couper quand on a une boîte en commun, qu'on bosse dans les mêmes bureaux. Enfin, tu peux pas avoir. C'est difficile quoi, Ouais, je pense d'avoir que c'est des dur. sujets Mais de discussion. Surtout que là, vous êtes arrivé à une taille aussi de boîte, de groupe qui est quand même beaucoup plus prenant que si c'était juste un business que vous aviez tous les deux. Et donc, ouais, il y a quand même pas mal de choses à voir, quoi. Après, le danger aujourd'hui, enfin, il y a eu plusieurs étapes, si tu veux. Il y a eu l'étape où on n'était que 2. Il y a eu l'étape ensuite, à partir de 2019, où on a commencé à embaucher des salariés à distance. Et après, il y a eu fin 2020, on va dire, où on a commencé à avoir des bureaux physiques avec les équipes. Donc pendant 1 an, une bonne année, on va dire, voire 1 an et demi, on a eu des salariés à distance, en remote. Et ensuite, on a eu tout le monde en présentiel. Et en fait, à chacune de ces étapes, on a d'une certaine manière perdu en liberté, puisque du coup on devait avoir une présence physique, etc. Forcément, ouais. Et plus ta structure elle est grosse, plus aujourd'hui pour l'instant en tout cas, j'ai pas réussi encore à me détacher totalement. On a instauré un jour de télétravail par semaine, le mercredi maintenant. Voilà, d'ici là ça va peut-être évoluer, il y aura peut-être plus de jours, j'en sais rien. Mais on a encore du mal à sortir de ça. Donc il y a l'arrivée de Emma, donc de notre premier enfant, qui fait que pareil, ça oblige une structure de se dire faut l'amener à la crèche le matin, faut la récupérer à une heure précise, tu vois. Et donc tu as une forme de routine qui commence à se mettre en place, sur laquelle tu te dis attends, mais j'ai pas quitté mon taf pour éviter ça. Donc non, il y a une forme de routine qui se met en place et sur laquelle en fait on se dit putain, on a fait tout ça pour essayer de sortir, tu vois, de cette routine. C'est dommage d'y retourner alors que tu te dis c'est bon, j'ai réussi. Et je me retrouve dans une autre routine. Donc, tu te renfermes dans quelque chose au voilà. final où tu voulais en sortir. Ouais. Mais c'est différent parce que ça se voit, vous êtes passionné. Donc oui, vous avez une routine enfin, vous venez tous les jours au bureau, vous gérez les équipes, vous faites votre job. Mais derrière, vous aimez ce que vous faites. Non, oui, aujourd'hui, je pense qu'on aime ce qu'on fait. On est fiers de ce qu'on a construit aussi. Parce que il y a du chemin qui a été
qui a été parcouru, je pense, sur les dernières années. On est fiers de l'équipe qu'on a, des bureaux qu'on a. Ça, c'est quand même une fierté, je pense, qu'on a. Et on est content de venir bosser le matin et de bosser avec nos équipes. Mais ouais, on est en train... c'est d'actualité. On est en train de revoir un petit peu notre planning pour essayer de lever le pied un peu. De lever le pied ou d'éviter d'être au bureau tous les jours, Ouais. de pouvoir se retrouver dans d'autres cadres, dans un autre cadre en fait qui permet d'être tout autant productif parce que c'est aussi des idées qu'on peut échanger à deux et parfois en fait on a juste besoin de faire le point à deux et ce sera beaucoup plus productif que d'être ici. Enfin, quand je dis ici, c'est dans nos bureaux. Oui. Donc ouais. Ouais, je pense aujourd'hui qu'on a atteint... on considère qu'on se dit, bon, bah voilà, sur le plan entrepreneurial, on a réussi, entre guillemets, tu vois. Et là, maintenant, il faut que, sur le plan personnel, et l'épanouissement pur personnel qui doit être aussi hors du bureau et pas que du bureau. Oui, bien sûr. Ouais, c'est important. Là, il faut aller se dire, ok, allons challenger ce truc-là et allons bosser là-dessus, tu vois. Parce que les boîtes qu'on a aujourd'hui, ça a été notre raison de vivre pendant des années, depuis 2015. Et on ne s'est jamais posé la question de, ok, qu'est-ce qu'on a autour de ça? Alors, on crée une famille, etc. Et ça, c'est génial. Mais par exemple, si je ne suis pas au bureau, que je suis chez moi, je ne sais pas quoi faire, quoi. J'ai pas de passion, j'ai pas d'hobby, j'ai rien, tu vois, je fais rien. Je ne sais pas quoi faire, quoi. Et donc, du coup, c'est rassurant pour moi de venir au bureau pour bosser plutôt que de rester chez moi en me disant, ok, je fais quoi de la journée, tu vois? Je vais allumer la PS5. Et puis, tu vois, voilà. Et il faut comprendre aussi quand tu es entrepreneur, ton groupe d'amis, plus ça fait longtemps que tu es dans l'entrepreneuriat, plus il diminue. Ouais. C'est des entrepreneurs, tes potes, qui sont généralement éparpillés un peu partout en France, voire dans le monde, et c'est plus compliqué de se voir, quoi. Ouais, mais ça c'est sûr, ça c'est clair. Et du coup, dans cette envie, entre guillemets, de pouvoir prendre un peu plus de recul et plus de liberté, en tout cas dans vos fonctions, comment on fait pour arriver à se détacher peut-être de l'opérationnel et arriver à piloter le truc, quoi? C'est la grande question. Ouais. C'est la grande question. Non, mais l'idée, c'est de trouver des personnes d'embaucher en gros des gens qui peuvent assurer l'opérationnel sur place pendant que toi, petit à petit, tu te détaches. C'est pas facile de trouver les bons profils. C'est pas facile de déléguer même ces tâches-là qui sont en fait assez cruciales pour la société. Mais je pense que quand on a plusieurs business comme nous on peut avoir, c'est indispensable parce que juste, sinon on ne tient pas et on ne peut pas juste être dans l'opérationnel, dans la direction opérationnelle de toutes les boîtes, quoi. Ouais, aujourd'hui, ça fait pas longtemps qu'on commence à recruter des personnes meilleures que nous, tu vois, dans des domaines. On a mis beaucoup de temps à le faire. Bon, déjà, il faut avoir l'argent pour le faire parce que généralement, ces personnes sont plus chères. Mais ça a pris du temps et je pense qu'il y a aussi un problème de contrôle en se disant, si je prends quelqu'un qui est meilleur que moi, je peux pas le contrôler parce que je sais pas ce qu'il fait, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, et t'as l'impression qu'il prend un peu de l'emprise sur toi, tu vois. Et donc il y a peut-être cette peur en fait inconsciente de se dire, si je délègue quelqu'un meilleur que moi, il a une emprise sur moi et il me contrôle d'une certaine manière. Donc peut-être c'était rassurant de prendre quelqu'un qui était moins bon et que t'allais former, quoi. C'est affreux, il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder. On va pas pouvoir tout aborder là sur les sujets de recrutement, plein d'autres choses. Donc là, pour refaire une petite aparté, avant d'arriver à cette fameuse étape de 2020 où vous prenez les bureaux en physique, très rapide, il y a eu une période à partir de 2018, il me semble, où vous avez continué quand même les investissements immobiliers. Ouais. Avant, justement, d'avoir un parc assez conséquent, d'arrêter de vous consacrer vraiment à fond dans la création d'entreprises et de créer un écosystème autour de l'investissement. Ouais, en fait, 2017, on commence à faire de la formation en ligne qu'on n'avait pas commencé avant. Et 2018, on a 1 an et demi de bilan, on va dire, parce que le premier bilan de 2015 à 2016, il compte pas. On a 1 an et demi de bilan. Non, mais c'était pas la bonne structure juridique, tu vois. Donc on crée une nouvelle boîte, donc on redémarre à zéro, tu vois. Ouais. Et donc là, on accélère vraiment en s'associant avec une personne qui a des revenus plus élevés que nous, plus d'épargne, une belle situation bancaire. Sur la partie IMO. Sur la partie IMO uniquement, ouais. Et là, on accélère fort à partir de janvier 2018, puisque je crois sur les
allez, je ne vais pas dire de bêtises, hein, mais sur les 4 ou 5 premiers mois, on signe un compromis par semaine. Ah oui, ok. Ouais, on signe un compromis d'achat par semaine. Vous avez bien accéléré, ouais. tous les compromis ne vont pas au bout, mais on fait des semaines de visite. C'est-à-dire qu'on part 4 jours, on fait des semaines où on rentre pas chez nous et on visite 4, 5, 6, 7, 8 immeubles par jour et on balance 3, 4 offres par jour, quoi. Tu vois. Okay, et on a une offre acceptée par jour. Ok. Donc là, à ce moment-là, vous étiez déjà dans Club Imo à 100%. Ouais. Tu as partiellement répondu avec l'association, mais du coup, comment on fait pour continuer à investir, surtout quand on est dans des phases de démarrage comme ça d'une boîte, quoi. Bah nous, en fait, il y a des projets qu'on a fait en association, d'autres qu'on n'a pas fait en association. Okay. On a réussi et eu la chance de trouver des bons partenaires bancaires sur lesquels on a eu de la chance. Franchement, on est tombé sur les bonnes personnes dans notre petit bled tout paumé. Donc ça a été un gros truc. On a eu des immeubles, alors c'était un peu plus tard, en 2019, où on va voir le mec pour financer 3 immeubles en même temps, il nous connaît pas et il nous dit oui, quoi. On l'a jamais vu, on rentre dans son bureau, il est en train de regarder une vidéo YouTube de nous parce qu'il nous cherche, tu vois, il cherchait qui on était. Ah, ok. Et là on l'a dit, convaincu, quoi. Et là, je sais pas si ça l'a convaincu, mais en tout cas il nous a financé 3 immeubles d'un seul coup, alors qu'on pensait vraiment pas que ça allait être possible, quoi, tu vois. Tu m'étonnes. Mais ça, c'est dû au fait que on est dans une petite ville aussi et qu'il n'a pas l'habitude d'avoir des jeunes comme nous qui avons de l'ambition, qui ont lancé leur boîte autour du monde du digital. Enfin, tu vois, on serait allé à Paris et le mec aurait dit ouais, bon, vous êtes lambda, quoi. Alors que là, on arrivait, on avait un peu d'épargne, on avait déjà pas mal de biens immobiliers, on avait une boîte. Et en fait, nous, on pensait que nos bilans étaient mauvais, mais en fait, il nous a dit bon, bah déjà, ils sont positifs. Déjà bien. Donc en fait ça a joué dans la relation. Aujourd'hui c'est encore un banquier qui nous suit et on l'a toujours et on s'appelle par notre prénom et on fait le point plusieurs fois dans l'année pour savoir comment ça va la vie, tu vois. Donc ça aussi je pense que ça a aidé, c'est le fait d'être dans un petit village et d'être entre guillemets dans la fourchette haute de ses clients à lui, quoi. Ouais, c'est ça, quand t'es à Paris et que tu gagnes 10 000 balles par mois, t'es personne. Tu gagnes 5 000 balles par mois à la campagne, t'es un dieu. Ouais, c'est clair, vaut mieux être le entre guillemets, le plus gros poisson de la marque. Exactement. Le requin de l'océan, quoi. Wow. C'est beau. Ouais, je l'ai bossé, ça là. Je l'ai préparé. Ça là, elle va tourner en Reels, là, va être incroyable, ça là. Ça là, c'est bon, elle va buzzer. Non, mais en vrai, je pense que c'est intéressant comme truc, tu vois. J'avais jamais pensé que que entre guillemets, le fait d'avoir une posture importante dans une ville plus petite, ça peut t'aider aussi pour tes projets, c'est intéressant. Ouais. Alors ouais, ils ont moins de délégations, ils peuvent moins t'accorder un gros crédit, etc. Mais tu as plus de facilité à être en contact avec le directeur d'agence, avec le bon responsable que tu vois. Donc c'est forcément... en tout cas, nous, ça nous a aidé. Au début, on pensait que c'était un frein, et en fait, finalement, c'était bien. Le fait qu'on habite là-bas, ça montrait qu'on était impliqué localement. C'est même pas comme si t'étais... Et c'est pas juste je vais voir une banque comme ça au hasard dans un bled paumé. C'est j'y vis, j'ai acheté des immeubles dans la ville, etc. quoi. Et le mec avait juste envie de se défoncer aussi pour qu'on y arrive, tu vois. Tu vois, je pense que ça lui tenait à cœur de nous aider dans nos projets. Et même au premier rendez-vous, il nous a parlé investissement. Alors il disait, ouais, moi aussi ça m'intéresse l'investissement. Bon, c'était outre mesure, mais malgré tout, il était content de pouvoir en parler à quelqu'un qui comprenait et qui était un peu dans le même truc, quoi. Il est devenu élève de Club Imo ? Non, il voulait qu'on lui envoie des formations. Mais en fait, il comprenait pas pourquoi les gens achetaient des formations, tu vois. Donc, c'est drôle, hein, tu vois. Il nous a suivis et tout, mais il comprenait pas notre métier. Ouais. Pourtant, il disait mais pourquoi les gens ils achètent des formations, tu vois. Il comprenait pas. Il dit l'immobilier c'est facile, tu vois. Donc voilà, c'était drôle. Et après, le gros changement qu'on a eu, c'est le fait que on passe avec des conseillers pros. Voilà. Et là, il y a un gap que tu passes entre un conseiller particulier et un conseiller pro. Le niveau de connaissance qu'il y a, il est pas comparable, quoi. Connaissance et ça va de pair, je pense aussi, mais compréhension aussi du projet et de ce que vous faites au quotidien, quoi. Bien sûr. Des termes de qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice, qu'est-ce que c'est qu'une rentabilité, tu vois, juste des mots-clés, quoi. Un besoin en fonds de roulement. Ouais, non, mais tous ces éléments-là qui sont hyper importants et qu'aujourd'hui un conseiller particulier ne comprendra pas. Tu vois, quand je vais voir, moi en 2018, je vais voir la caisse d'épargne de notre village, là où on habitait,
Et je leur dis voilà, nous on est des gros investisseurs, on veut investir dans l'IMO, etc. Elle me dit ah ben moi les prêts j'ai pas trop l'habitude. Je fais bon. Ah ouais. Je dis bon allez next, c'est bon, on passe à la suite, tu vois. Alors que Ouais. la dame elle avait je sais pas 55 ans, tu vois. Ouais. Elle me dit si elle a pas l'habitude des prêts IMO, bah on va avoir des problèmes quoi. Laisse tomber, Ouais. c'est pas la peine. C'est clair. Mais pour continuer sur cette idée de financement, vous, comment ça s'est passé un peu la structuration de votre patrimoine? Est-ce que vous avez très rapidement commencé à investir en société? Est-ce que vous avez fait beaucoup de noms propres au début? Et surtout, c'est là où je vais en venir avec ma question, est-ce que le fait du coup d'avoir une société et d'investir en société, ça rend les financements plus faciles à terme ou pas d'ailleurs? Alors, quand Guillaume a commencé, il était en nom propre. Il achetait tout seul, donc voilà. Et il mixait en gros déficit foncier et LMNP, puisque c'était souvent, il y avait beaucoup de travaux. Donc en fait, le déficit foncier permettait de limiter l'imposition sur les biens nus et le LMNP permettait de contrebalancer aussi et d'avoir de lisser. Et en fait, même sur certains projets, dans l'évolution et au fur et à mesure des années, on est passé en meublé sur certains biens, puisque du coup, c'était plus intéressant. C'était plus intéressant finalement. Et dès qu'on a acheté, dès qu'on a pu se mettre à deux du coup dans l'investissement, on a toujours investi via SCI Ok. pour le coup et principalement IS. Mhm. Il y en avait, Que LIS ensemble. il y en avait qu'une à l'IR, Oui, mais mais t'étais pas dedans. si. Ah si. Ah oui, c'est vrai. Il y en a Oui, eu c'est trop. Ouais, vous avez trop fait, c'est pour ça. Ouais, les 2, 3, les 3 premiers immeubles, c'est sûr qu'ils étaient en nom propre. Je crois que c'était tout. Je crois qu'il y a 3 premiers immeubles en nom propre. Après, je crée une SCI à l'IR avec mes parents et ma sœur. Ensuite, on crée une SCI à l'IS ensemble, dans lequel on met 2 immeubles, je crois. Et après, on crée une SCI à l'IR. Et après, d'autres SCI à l'IS, principalement. Ok. Et parce que je pose cette question-là en partie parce que quand vous avez démarré et que vous avez beaucoup acheté, il n'y avait pas encore toutes ces normes d'HCSF, etc. Ouais. Donc, moins de restrictions en termes d'endettement, etc. Est-ce que le après, du coup, norme HCSF, vous avez vu la différence, vous, sur vos autres octrois de crédit ou pas du tout? Non, je pense pas. Alors, ça fait. Alors, on achète un peu moins aussi, il faut le dire. Je pense qu'on achète un peu moins dans l'immobilier depuis que c'est sorti, mais on a acheté plusieurs biens quand même. Et le banquier nous a jamais. En fait, on est arrivé à un niveau entre Ouais. guillemets Ouais, où le C'est banquier. différent. Ouais, le banquier, il nous parle même plus d'endettement perso. Et lui, juste, il regarde les bilans des sociétés. Mais bien sûr. Ouais. Il regarde Puis, la trésor, il regarde le projet. Ça, c'est surtout pour les personnes qui investissent en nom propre. Après, quand on commence vraiment à avoir des structures... Ouais, ou quelqu'un qui a acheté même 3-4 immeubles en SCI, je pense qu'ils vont quand même regarder son endettement perso, mais là je pense que ça vient surtout du fait que vous avez les boîtes en fait. Enfin, Ouais, c'est l'entrepreneuriat. l'entrepreneuriat, C'est l'entrepreneuriat qui a fait la diff, clairement, même si la SCI à l'IS ne change pas grand-chose en soi dans la capacité d'endettement, mais on avait certaines banques qui nous disaient, voilà, à l'époque, si le projet se finance, on regarde pas l'endettement. Alors, on n'a pas trouvé beaucoup des comme ça, hein, mais ça existait. Ça existait en tout cas. Et aujourd'hui, en effet, oui, c'est parce que les structures... en fait, on regarde est-ce que la boîte est capable de rembourser. Bon, si la boîte est capable de rembourser le crédit et que tout est lié par une holding, etc., bon, il n'y a pas de problème, let's go, quoi. Ouais, c'est comme vous dites, c'est plus tellement perso, mais en fait, c'est par rapport à votre entreprise. Ouais, quoi. c'est un peu différent. Ouais, et ouais. tout est relié à la holding. La holding, elle a des parts dans plusieurs sociétés commerciales qui font du chiffre. Et du coup, effectivement, l'étude du projet, elle est quand même complètement différente. Et aujourd'hui, la première chose qu'on va nous demander, alors maintenant, on passe souvent par les mêmes banquiers, donc il n'y a même plus la question, mais sinon, la première chose, ça va être, ok, faites-moi un organigramme déjà, que je puisse étudier et que je vois la structuration de votre patrimoine, quoi. Bien sûr, ouais, c'est ce que j'allais dire. Enfin, moi, à ma petite échelle, il y a des banques qui n'ont même pas voulu regarder mes dossiers pour faire financer des opérations, parce que je commençais à avoir un petit peu des entreprises par-ci par-là, j'en ai pas 40 000, hein. Mais la complexité, même les banquiers, ils veulent même pas se faire chier à monter des dossiers quand il y a plusieurs groupements de sociétés. Oui, il y en a que ça intéresse pas parce qu'ils savent que c'est beaucoup de boulot.
et que déjà, il faut qu'ils aient la possibilité de comprendre le schéma, tu vois. Et c'est pour ça que de toute façon, ça va forcément trier rapidement le banquier qui va s'occuper de toi. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui sont juste pas capables d'étudier ton schéma. Et le mec qui va dire, ok, ben moi je suis capable, oui, je comprends, et voilà un petit peu comment vous pouvez encore optimiser. Bon, voilà, tu sais que le mec, il est un peu câblé et que tu vas pouvoir discuter avec lui et qu'il ne va pas s'arrêter à 35% d'endettement parce que de toute façon, peu importe le salaire que tu te verses, c'est pas ça qui compte. C'est aussi c'est le patrimoine finalement. C'est le patrimoine entier, la trésorerie des boîtes et les chiffres et les bénéfices que chacune des boîtes réalise, quoi. Donc, Ouais, et puis et dans ces moments-là aussi, tu vois, on ne va pas négocier les frais de dossier, tu vois. Parce que les frais de bien dossier, sûr. c'est un travail de dingue d'analyser. Et les mecs, ils vont prendre une journée déjà pour décortiquer tes boîtes, etc. Donc, moi, je me sens pas à l'aise aujourd'hui d'aller négocier des frais de dossier. C'est une manière de remettre en question, tu vois, le travail qui a été fait par ton conseiller. Donc, paye-le, ces frais de dossier, tu vois. Il sera content et ça montre que, tu vois, et du coup, on a des frais de dossier qui sont plus élevés que les autres parce que ça prend plus de temps à analyser. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est normal. Mais je pense qu'aussi, arriver à un stade, c'est plus tellement la négociation des frais de dossier qui va faire que ton opération elle est rentable. Et tu préfères juste que ton banquier finalement te suive et te finance ton projet plutôt qu'aller gratter 1000 ou 1500 balles de frais de dossier, quoi. Oui, donc au final, c'est pas un problème de banque, c'est trouver le bon conseiller bancaire du coup pour nous accompagner sur les projets. Et du coup, après cette partie-là où vous avez beaucoup enchaîné les investissements, vous êtes reconcentré un peu sur les structures et l'entrepreneuriat pur, hein, à créer des business autour de l'immobilier toujours. Comment ça s'est passé du coup est-ce que vous vous êtes associés voilà, pour voir un peu l'évolution que vous avez amenée autour de vos structures. Alors effectivement, après on s'est plus concentré finalement sur l'entrepreneuriat. Si je dis pas de bêtises, la première boîte qu'on a créée après Club Imo, c'était le cabinet. Ouais, c'est ça. En fait, c'est venu d'un constat, c'est qu'on avait un cabinet d'expertise comptable qui nous correspondait pas vraiment. Voilà, ils étaient en région parisienne, ils n'étaient pas force de proposition du tout. Voilà, il n'y avait pas de relation vraiment existante avec eux, c'était pas simple. Et en fait, de là est venue l'idée de se dire, si nous on galère, potentiellement les investisseurs immobiliers aussi. Parce que trouver un expert comptable qui est vraiment spécialisé dans le LMP, LMNP, SCI, tout ça, c'est pas toujours simple. Donc c'est comme ça en fait qu'a commencé l'idée de se dire si on créait une autre boîte en parallèle. Par contre, effectivement, pour créer un cabinet d'expertise comptable, il faut être associé à un expert comptable. Parce que nous, on n'est pas. Et c'est comme ça que l'idée a commencé. Ouais, ça a été un fiasco. Ça a été un fiasco parce qu'en fait, on a trouvé la personne avec qui s'associer. On s'est dit, waouh, c'est génial. On avait pensé à lui, il a pensé à nous. On s'en est parlé. Il a dit, ah ouais, justement, je voulais vous en parler, etc. On se dit, waouh, c'est incroyable. Donc, on lance la boîte officiellement en janvier 2019. En disant, ok, let's go, on fait un pré-lancement. Je crois qu'on annonce en décembre qu'on va lancer en janvier. Fin 2019 ou début 2019 ? Fin 2019. Ah, fin 2019, tu crois ? Ok, bon, fin 2019. Donc, du coup, début 2020, on lance vraiment l'activité. Et là, au bout d'1 mois, même pas 3 semaines, on est débordé de demandes. Vraiment, c'est la folie, tu vois. Et là, l'associé nous dit, ouais, en fait, je vais arrêter. Ah ouais. Mais tous les contrats sont signés. Les gens ont signé leur contrat, etc. Ça lui a fait peur. Donc, on doit les gérer. Et il dit, ouais, ça prend plus de temps que prévu. Donc, du coup, en fait, non. Je vais vous aider à trouver quelqu'un pour me remplacer, mais en gros, non, quoi. Et là, on se dit, putain. Ouais. Première association. Hein. Ouais, c'est ça. Première association sur le plan entrepreneurial, tu vois. Oh là là. Et là, du coup, il nous présente quelqu'un. Cette personne-là est enceinte de genre 7 mois. Et là, on se dit, on va jamais y arriver, tu vois. Et donc, on n'a pas le choix, en fait. On n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas faire tourner la boîte sans lui, sans expert comptable. Et donc, on dit, ok, vas-y, on s'associe avec elle. On la voit pas. On l'a jamais rencontrée. On a fait juste un appel. Et on dit, vas-y, on s'associe avec toi. Ok. Et on lance cette boîte-là. Et on est toujours associés aujourd'hui.
Ok. Donc ouais, c'est un peu improbable, tu vois. Ouais. Et donc voilà, mais l'histoire est un peu folle, tu vois, de se dire, en fait, on s'associe avec quelqu'un. Et là, et à ce jour, tu vois, ça fait 3 ans, presque 4 ans. Vous l'avez toujours pas vu? Bah, on l'a vu genre 2 fois, quoi. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, c'est pas beaucoup quand même. Ah ouais, non. Ouais. Du coup, le cabinet comptable est pas du tout. Il est dans le Nord. Ah ok, voilà, il Ouais. est pas du tout dans vos bureaux. Ouais. Donc voilà, improbable un peu, tu vois. Donc ça, c'est la première expérience d'association. Du coup, là, c'est pas très rassurant au début. Ouais. Tu te dis comment ça va se passer. Alors, on a eu de la chance, c'est une folle de travail, donc du coup, elle s'arrête une semaine, elle accouche et elle reprend, quoi. Enfin, voilà, on n'a même pas senti qu'elle avait Ouais. accouché, quoi. Vraiment, on n'a Ok. pas vu la différence. Donc voilà, donc ouais, ça, c'était la première expérience qu'on a eue. Et après, je sais plus ce qu'on a eu d'autre. C'était la partie crypto ou c'est Oikos? Crypto, je crois. Crypto avant. Ouais, après, bon, on arrive 2020, donc 2020, on commence à parler de crypto, Ouais, le bull run. le bull run, etc. Ouais, c'était- Donc c'était l'été 2020, je crois qu'on vient nous voir en disant, ouais, Guillaume, t'es chaud, on fait un truc et tout. Bon, moi je connaissais rien du coup du sujet. Je me dis, bon, bah pourquoi pas. Je commence à tester sur moi d'abord. Donc on investit avec Émilie dedans. Putain, ça a l'air de bien marcher. On se dit, wow, c'est incroyable. En même temps, tu vois, 2020, fin 2020. C'était facile. C'est la folie. Et là, on lance début 2021 de mémoire. Pareil. Super lancement. Franchement, ça se passe super bien. Enfin, super lancement, etc. Bon, en 2021, tout va bien. Et après, commence l'arrivée de l'année 2022, qui est quand même de mémoire un peu plus compliquée. Ouais, pour les cryptos, ouais, Voilà. c'est sûr. Et là, du coup, bon, bah voilà, on s'entend. Enfin, ça marche plus trop avec l'associé. On décide d'arrêter. Et on ferme. Enfin, on ferme. On vend nos parts, on va dire, en début d'année 2023, je crois. Début d'année 2023, on vend nos parts et on sort. Ok. Est-ce que vous avez perdu vraiment de l'argent là-dessus ou finalement c'était juste une expérience qui s'est pas très bien passée mais vous êtes retombé sur On n'a vos pas pattes? perdu d'argent sur le projet. On a récupéré un peu de trésor, moins que ce qu'on aurait dû parce que on considère que voilà, ça aurait pu être mieux géré. Mais c'est la difficulté, selon moi, de s'associer avec une personne qui est dans l'opérationnel et d'autres qui ne le sont pas. Aujourd'hui, quand vous vous associez avec une personne qui est dans l'opérationnel, qui a un salaire, qui a des revenus, et vous versez uniquement des dividendes, il y a un problème d'objectifs qui ne sont pas alignés. C'est-à-dire que un a pour objectif d'avoir un gros salaire, et l'autre veut des gros dividendes. Sauf que c'est pas compatible. Plus tu as un gros salaire, moins tu as de dividendes. Ouais, mais tu peux être aussi dans l'opérationnel et finalement te servir en dividende. Ouais, mais si tu sers les deux, du coup. Ouais, Il du vaut coup, mieux c'est- prendre le salaire d'abord, tu vois. Ouais. Si tu prends tout le salaire, il n'y a plus de dividendes. Donc en fait, c'est un sujet parce que à un moment donné, quand il y a ce problème-là d'une personne qui est dans l'opérationnel et l'autre non, il y en a un, encore une fois, qui a le contrôle, tu vois, qui a un pouvoir sur l'autre, en disant, ok, bah, tu vas pas m'augmenter? Ah bah j'arrête de bosser. Enfin, tu vois, en fait, si tu veux... Ah, mais ça, c'est malsain après. Oui, mais je te dis juste que, en soi, dans une relation d'associés, tu sais jamais comment ça peut évoluer. Ouais. Encore une fois, quand tout le monde gagne de l'argent, tout est beau, tu vois. Quand la boîte gagne plus d'argent ou qu'elle en perd, on commence à chercher des responsables, tu vois. Et tu commences à dire, bah non, ça va pas, t'as mal fait, etc. Ça commence à chercher des coupables, tu vois. Et là, la relation est plus la même. Donc, enfin, en tout cas, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus envie de m'associer avec une personne qui serait dans l'opérationnel. Ok. Ou alors, on contrôlerait vraiment la méthode de rémunération de cette personne. En disant, ok, ben, cette règle, c'est ça, et c'est plus négociable. Et on l'écrit, et c'est pas genre à la fin de l'année, tu me dis, ah, finalement, j'ai beaucoup bossé, donc Ok. il faudrait m'augmenter, quoi. C'est super d'avoir votre retour d'expérience Ouais. sur ça, ouais. Parce que... Parce que ouais, on aurait tendance à se dire, enfin, de prime abord, en tout cas, au contraire, je vais m'associer avec quelqu'un qui est opérationnel parce que j'ai pas envie justement de moi d'être dans l'opérationnel et je viens juste apporter du capital. Oui, mais en fait, Mais du en coup, fait, ouais, ça peut poser d'autres problèmes derrière, quoi. c'est comme quand tu achètes un bien immo, tu vois. Quand tu achètes un bien immo et qu'il y en a un qui cherche les biens, qui gère les travaux, qui gère le locataire, et l'autre qui met juste, tu vois, de l'argent, c'est compliqué pour moi sur le long terme. Parce que le mec qui fait la gestion locative, à un moment donné, il va dire, bon, ça commence à me saouler. Tu vois, toi, tu as mis de l'argent il y a 3 ans, mais en attendant, c'est moi qui gère le locataire depuis 3 ans, tu vois. Et si le projet il dure 15 ans, bah, moi, je vais devoir gérer pendant 15 ans, alors que toi, tu as mis 20 000 balles il y a 15 ans, tu vois. Ouais. Donc, c'est ce problème-là. En fait, il faut arriver à anticiper les problèmes potentiels qui peuvent arriver dans 5, 10, 15 ans, en se disant, OK, qu'est-ce qui peut arriver? Quel problème va se passer? Et il va se passer que celui qui est dans l'opérationnel, à un moment donné, il va dire, bah, moi, ça me prend du temps, moi, je veux plus d'argent, et voilà. Et si la boîte va moins bien et qu'il n'y a pas de dividende, bah, du coup, il n'est pas payé. Donc, il se dit, bah, je veux me protéger, quoi, je veux me sécuriser.
Ouais, je pense que c'est peut-être aussi, même c'est sûrement lié aussi à ça, de trouver une personne qui a la même philosophie que toi vis-à-vis de la boîte et de l'entrepreneuriat, quoi. Si c'est quelqu'un qui a la même envie que toi et qui se dit, j'en sais rien, on s'associe à 50-50 et du coup, j'ai autant intérêt que toi en fait à ce que la boîte elle marche et je m'en fous s'il faut que je me serre la ceinture, tu vois, pour que ça marche. Mais combien de temps? Ouais, après Et voilà. ça, en fait, le problème, c'est de temps. durer. Hein. L'association, c'est la durée qui est dure. S'associer la première année, c'est facile. Hein. Tout va bien, même si tout le monde bosse, personne n'est payé, c'est pas grave, tu vois. Et d'ailleurs, 50-50, vous en pensez quoi sur une création de structure? Il y a une structure sur laquelle on est à 50-50, mais la plupart, c'est différent. C'est pas ça. Il n'y a pas de règle, quoi. Ça dépend du nombre d'associés aussi. Oui, ça dépend du nombre d'associés, ça dépend de plein de choses. Il n'y a pas de règle là-dessus. Alors oui, c'est bien je pense qu'il y en ait un qui ait le pouvoir et que ça ne crée pas un immobilisme, en fait, le fait de ne pas pouvoir prendre de décision. Donc avoir quelqu'un majoritaire, c'est important pour moi. D'accord. Mais il faut être aligné sur le fait que il y en a un qui a le pouvoir de prendre la décision finale. En disant, c'est moi qui décide. Ouais. Et il faut être d'accord avec ça aussi. Carrément. Donc moi, je suis plus dans une phase aujourd'hui où j'ai envie de dire, si je m'associe avec quelqu'un, il faut bien se poser la question de se dire, qu'est-ce que cette personne apporte réellement? C'est pas juste parce qu'on est potes qu'on va s'associer, tu vois. C'est pas juste, tiens, t'as eu l'idée qu'on s'associe, donc on va s'associer. Non, ça marche pas comme ça. Donc qu'est-ce que t'apportes maintenant et qu'est-ce que t'apportes sur le long terme? Parce que c'est les deux éléments pour moi qui sont importants. C'est qu'est-ce que t'apportes là tout de suite? Est-ce que t'apportes de l'argent? Est-ce que t'apportes quelque chose? Qu'est-ce que t'apportes sur le long terme? Et pour autant, sans que la personne soit dans l'opérationnel, finalement. Ouais, sans qu'elle soit forcément dans l'opérationnel, parce que tu peux ne pas être dans l'opérationnel et avoir je sais pas, un relationnel, des intérêts, pour apporter du business malgré tout, avoir un réseau, etc., tu vois, qui peut avoir de la valeur. Ouais, tu peux participer au développement sans pour autant être vraiment dans l'opérationnel tous les jours à bosser dessus, tu vois. Ouais. Sans être forcément le directeur général, tu vois, qui va manager les équipes. Tu peux Bien quand sûr. même avoir des idées, tu peux quand même faire des choses. C'est très... Enfin, vraiment, je trouve que c'est le plus dur, l'association. Hein. Enfin, Puis il faut avoir une vision un peu long terme aussi. Ouais. C'est ça qui est pas évident. Oui, puis moyen, long terme. Ouais, c'est ça, comme tu dis, les intérêts peuvent diverger au bout d'un certain temps. Ouais, alors qu'au début, complètement. tout allait bien. Ouais. Et il y a aussi un autre sujet qui est pour moi, quand il y a une trop grande différence de profil entre deux investisseurs, c'est compliqué, notamment sur l'argent. Quand tu dis profil, c'est... en fait, si tu as un associé qui n'a pas d'argent et toi tu as beaucoup d'argent, quand tout le monde gagne de l'argent, tout va bien. Le jour où la boîte elle va mal, qui met de l'argent sur la table, tu vois. Et ça, trop de fois, on ne s'est pas posé la question. Trop de fois, on n'a pas évoqué ça là dès le début en disant, ok, pour l'instant, on gagne de l'argent, on verse dividendes, tout le monde est content, tu vois. Même si tu n'es pas d'accord sur les dividendes, c'est une chose. Mais ok, si là, on perd de l'argent, qui vient et met un billet sur la table, tu vois, pour tenir? Combien de temps on tient? Qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'où on va, tu vois? Et ça, on ne le pense pas assez. Alors déjà, il faut faire des pactes d'associés pour se protéger et se poser les bonnes questions. Mais si on fait un pacte d'associés comme ça entre nous en discutant, on ne va pas se poser les bonnes questions. Oui, c'est sûr. On ne va pas se poser les questions qui fâchent, tu vois. Et il faut se poser les questions qui fâchent. Tu vois. Et si tu t'engueules, voilà, il faut presque s'engueuler avant. Tu vois. C'est pas agréable, mais il faut passer par là. Il faut le faire. Ouais, c'est Qu'est-ce qui se important. passe s'il y a ça? Qu'est-ce qui se passe si tu veux partir? Qu'est-ce qui se passe si je veux te faire partir parce que tu es plus bon? Enfin, tu vois, toutes ces questions-là, il faut se les poser. On construit toujours une boîte avec un monde idéal en se disant tout va être parfait, on va gagner de l'argent, le business plan qu'on a donné, il est bon, etc. Mais voilà, quand ça va pas, quand il y en a un qui est moins impliqué, qui se dit tiens, je vais faire une autre boîte à côté parce que celle-là elle marche pas assez, tu te dis merde, moi je suis 100% dessus et toi t'es 50%. Tu vois, c'est plein de trucs qu'on n'anticipe pas en fait au départ. Ouais, c'est clair. Donc c'est dangereux. Et des choses difficiles aussi à anticiper malgré tout, et nous qu'on a pu vivre, c'est les difficultés personnelles aussi de certains associés. Ouais. Tu vois, il y a certains associés, il peut se passer un événement dans leur vie perso qui fait qu'en fait, ils changent un petit peu et du coup, l'intérêt effectivement pour la boîte n'est plus le même ou en fait ses perspectives changent aussi, où sa trésorerie fond. Enfin, tu vois, il y a plein de choses aussi qui font que en fait, tu peux essayer de tout anticiper. Il y a certains trucs par contre qui seront compliqués à anticiper parce que c'est des événements
annexes de la vie qui sont difficiles à... Ouais, c'est même pas des événements business ou quoi. C'est même pas des événements business, c'est parfois le perso qui fait péter les plombs de Ouais. certaines personnes et qui du coup rendent l'association très, très compliquée. Et ça rejoint un peu ce qu'on disait, alors pas pendant ce podcast, mais on en avait parlé une fois tous les quatre, que finalement le plus compliqué à gérer et le plus complexe dans l'entrepreneuriat, peut-être même dans l'IMO, c'est de gérer l'humain, quoi. Ah Que bah, ce soit en dans tout, association, hein. que ce soit en Partout. association ou je veux dire pour tes équipes ou pour n'importe quoi, finalement, c'est là où il y a le plus de problèmes et de trucs qui sont difficiles à anticiper, quoi. Ouais, en fait, c'est l'être qui est pas toujours rationnel et du coup qui effectivement et n'importe quel facteur peut faire vriller quelqu'un ou peut faire changer quelqu'un et du coup c'est vrai que un humain évolue tout au long de sa vie et du coup c'est vrai que c'est compliqué d'anticiper tout par rapport à quelqu'un qui est pas stable émotionnellement parlant. Donc après je dis pas hein, nous aussi on a évolué hein, depuis ces dernières années c'est sûr on a évolué dans notre façon de voir les choses, dans notre vie perso aussi, dans notre vie professionnelle, il y a plein de choses qui se sont passées qui font qu'aujourd'hui, on a un œil différent. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à anticiper lors d'un pacte d'associés ou lors du démarrage d'une association, quoi. Donc ouais, l'humain, pour moi, est le plus compliqué à gérer parce que bah, des fois, ça reste un mystère, ça reste un mystère de comment la personne fonctionne vraiment. Et t'as beau te poser plein de questions au début, ça peut évoluer, quoi. Nous, aujourd'hui, je pense qu'on est très exigeants envers nous-mêmes, mais du coup aussi envers nos associés. Et c'est un problème, parce que potentiellement, ils sont moins exigeants envers eux que nous, on l'est envers eux, tu vois. Et ce qui fait que on est les bonnes personnes pour en parler, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui ne sont pas allées au bout, qui ont capoté, ou sur lesquelles on s'est séparés. Le but, c'est pas de vous faire peur à tous, hein, de dire faut pas s'associer, c'est pas ça. C'est juste que nous, on a un besoin de contrôle qui est important. Et en ayant un autre associé qui est purement dans l'opérationnel et nous non, on a ce manque de contrôle de ce qui se passe. Et en fait, on voit les problèmes, on voit ce qui va pas, et on peut pas agir parce qu'on n'est pas à fond dedans, tu vois, on n'est pas voilà. Donc ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, c'est la distance pour moi. Vrai problème quand tu es associé avec une personne que tu ne vois pas ou avec qui tu n'échanges pas régulièrement. Ça crée une distance et ça crée des tensions invisibles avec ces personnes-là qui font qu'à un moment donné, ça pète. Okay. Nous, il y a eu, je pense, plein de sujets sur lesquels c'est juste qu'on ne s'est pas vu et ça a pété parce qu'en fait, on ne se voyait pas, on ne parlait pas. Manque de communication. Manque de communication. Ouais. Toi, nous, on est à 100% dans notre taf, donc on ne voit pas ce qui se passe, on s'aperçoit qu'il y a un problème, on ne se l'est pas dit. Du coup, tu pètes un câble et tu dis, bon, vas-y, casse-toi, on arrête. Voilà. Donc, je pense que c'est lié à ça et beaucoup sur le fait qu'on a besoin de contrôler et en fait, on a l'impression que les boîtes qui marchent bien, c'est les boîtes qu'on contrôle, quoi. Donc, tu vois, naturellement, on se dit, en fait, on a envie de reprendre le contrôle de tout, mais on peut pas tout gérer. Donc, c'est ça qui est très compliqué. Ouais, il faut arriver aussi forcément à déléguer. Ouais. Et on est dans une phase où on se dit, voilà, aujourd'hui, on a créé un écosystème avec plein de boîtes. Et aujourd'hui, on remet en question, non pas le fait de créer un écosystème, ça on est convaincu, mais le fait de multiplier à l'infini, on va dire, cet écosystème sur lequel on s'éparpille sans avoir des bases suffisamment solides, tu vois. Aujourd'hui, tu veux des fondations hyper solides, et donc j'ai envie de te dire, termine une boîte, et quand elle est terminée, entre guillemets, passe à la suite. Mais commence pas à vouloir empiler un truc qui, tu vois. Terminé, tu parles de la revente potentielle ou non, qu'elle tourne vraiment, qu'elle soit pérenne? En fait, là, c'est la maturité de cette boîte qui soit suffisante pour être en effet plus autonome. Ouais. D'accord. Voilà, en pilotage automatique. Alors, ça n'existe pas, donc on n'a toujours pas trouvé. Hein. Mais de plus en plus. Et là, tu vois, moi, ça fait pas très longtemps qu'on a mis en place du management. En tout cas, une seconde couche de management, tu vois. Middle management. Du middle management que j'avais pas avant. Donc, qui me permet, moi, de libérer un peu de temps, etc. Voilà. Mais tu as besoin d'être dans ta boîte. Enfin, pour moi, c'est un peu... c'est un peu une folie de penser que tu peux être totalement tu vois, déconnecté de ce qui se passe dans ta boîte et qu'elle pilote quand même, qu'elle fonctionne quand même. Ouais. En tout cas, il faut pour moi beaucoup de temps et beaucoup d'années avant que ça arrive. Je pense que tant que tu es... entre guillemets, tant que c'est ta boîte et toi qui la gères, t'es obligé d'être dedans, quoi. Ouais. Si tu veux pas être dedans, investis.
et à la limite, juste voilà, tu vois ce qui se passe de loin. Mais sinon, ouais, je pense que t'es obligé d'être dedans. Même Bernard Arnault, à mon avis, il continue de bosser pour LVMH. Quoi. Et puis les résultats que tu as sont pas les mêmes. Tu vois, quand tu délègues une tâche, quand tu l'as fait toi-même, tu sais que c'est pas fait de la même manière. Donc là, c'est pareil. Si tu délègues ta boîte, eh ben, la croissance que tu auras quand tu es aux commandes et quand tu la pilotes et quand tu mets ton énergie, ton focus dedans, c'est pas la même que quand tu mets quelqu'un à ta place et que tu le payes pour qu'il le gère. Mais il faut être aligné avec ça. Il faut être OK, voilà, faut dire, faut l'accepter. C'est pas grave. Voilà, on gagnera moins d'argent, on aura peut-être moins de croissance, mais ça tourne. Voilà. Ok. Et pour finaliser du coup sur votre écosystème, parce qu'on en a pas parlé, on l'a pas évoqué encore, je crois. Rapidement, ouais. Le petit d'après, ça a été Oikos du coup. Ouais, je crois que le petit d'après, ça a été Oikos, qu'on a créé en 2021, de mémoire, l'été 2021. Donc, qui est une société d'investissement clé en main. Ouais, qui est une société... Donc, vous êtes revenu à vos premiers amours. Exactement. On a créé la première structure en 2015 et en 2021, on a pris notre revanche en disant on va le faire différemment. Légal cette fois. Légalement et totalement différemment, avec un autre mode de fonctionnement, avec des équipes. Nous, on n'est pas dans l'opérationnel. Et rapidement, on a essayé de pas trop impliquer notre image dans cette boîte-là. On a essayé vraiment de construire une boîte sur laquelle on n'est pas impliqué autant. On a mis en place des équipes de direction rapidement. Mais du coup, encore une fois, c'est pas pareil que je pense que si j'avais ou Émilie avait mis son focus 100% dans cette boîte dès le départ. Parce que c'est toujours pareil. L'expérience qu'on a avec les années nous permet d'éviter des erreurs d'entrepreneurs en fait. Et quand tu mets des gens à ta place qui ont potentiellement moins d'expérience ou fait moins de choses que toi ou ont vu moins de choses, ils vont faire des erreurs que tu as déjà faites. Carrément, surtout que voilà, c'est un domaine que ça faisait longtemps quand même que vous étiez dedans. Vous savez aussi où vous êtes bon, vous avez quand même du recul sur la vente, sur plein de choses. Donc forcément... Comme tu dis, c'est l'expérience qui parle, quoi. Et vous êtes associé pour cette structure-là, pour le développement, ou c'est un truc qui s'est fait en interne ? En fait, on a dû s'associer pour la carte T au départ, lors du lancement. Et ensuite, Émilie a passé un VAE, un diplôme, donc un BTS IMO, juste après avoir eu Emma, sur lequel, du coup, elle l'a obtenu pour pouvoir récupérer la carte T et racheter nos parts à l'associé. Ok, très bien. Voilà. Pour être indépendant, c'était important. Ouais. Ouais, on comprend que vous êtes dans une phase où vous préférez être, entre guillemets, au contrôle, quoi, aux manettes. On n'avait pas envie de tout miser là-dessus parce que si du coup le mec veut t'embêter, exactement. T'es là, mort. pour le coup, la carte T, c'est un élément obligatoire pour la transaction. Donc c'est vrai que c'est lui, si demain il veut partir ou quoi, ça repose un peu sur lui, quoi. Ouais, en plus de ça, c'est risqué. C'est quand même dommage de donner des parts juste pour un bout de papier, entre guillemets, quoi. Ouais. Et sauf que c'est pas toujours bien fait et t'as beau avoir beaucoup d'expérience, c'est pas valorisé. Si tu rentres pas dans les cases, en gros, tu peux pas obtenir cette carte. Non, donc, bien sûr, clairement. Donc il a fallu effectivement que l'un de nous deux s'y colle et bizarrement c'est moi. C'est la plus studieuse, c'est pour ça. Et mais il fallait qu'on se sorte de cette potentielle dépendance qui aurait pu tout faire capoter. À long terme, quoi. À long terme, ouais, donc c'est ça. C'est vrai que là... On savait qu'à long terme, ça allait poser problème. Et encore une fois, là, on était dans une boîte qui gagnait pas d'argent, sur laquelle on mettait de l'argent tous les mois, qu'on réinjectait pour la développer, la faire grandir. Encore une fois, tant qu'il n'y a pas d'argent à récupérer, personne ne se manifeste trop, tu vois. Mais le jour où cette boîte, potentiellement, elle marche bien et elle fait de l'oseille, là, ça commence à dire, bon... non, mais clairement, vous voulez garder la carte. Comme ça rejoint ce que tu dis tout à l'heure, c'est sur le temps et dans les moments où soit ça gagne de l'argent, soit ça en perd. Exactement. C'est là où il y a des problèmes. C'est de la durée. C'est vraiment ce qui est dur, c'est durer dans le temps. Ok. Ouais, merci beaucoup pour votre partage sur cette partie-là, franchement. Yes. J'espère qu'on n'a pas déprimé tout le monde. Non, mais c'est super intéressant, c'est super important. Je trouve que c'est des sujets qui sont peut-être même pas assez abordés, tu vois. En fait, pourtant, c'est primordial, quoi. Clairement, et puis c'est la réalité, quoi, de l'entrepreneuriat. Donc, c'est pas... Tout n'est pas beau et tout rose. Et puis là, on a parlé d'association en entrepreneuriat, mais on peut faire le même parallèle avec l'IMO, quoi. C'est les mêmes problématiques. Donc, on en a parlé un peu, même. Les mêmes galères. Oui, on a eu des galères sur l'association en limo, tout pareil. Hein, donc... Ah ouais, non, mais... c'est pour ça. Voilà. Et pareil, quand il y a de l'argent, il y a de l'argent. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et voilà, et qui fait quoi, et qui met de l'argent, et qui s'endette. Ah ouais, c'est ça, un vrai problème. Donc voilà, faites attention avec qui vous associez, réfléchissez bien,
Et surtout, réfléchissez et essayez d'imaginer le pire. Tu vois, c'est comme une assurance. Hein. Ouais. L'assurance, tout va bien tant que t'as pas besoin de l'utiliser. Hein. Ouais. C'est clair. C'est Donc, clair. anticipant, et même si tu mets tout dans le pack d'associés, dans la réalité, encore une fois, c'est une gestion humaine. Et quand il y a un problème, bon, il y a beau avoir un pacte, le but c'est de ne pas en arriver là. Ouais, je pense, comme tu voilà. disais, c'est une sorte de communication aussi et d'essayer d'en Ouais. parler avant que ça arrive, quoi. Exactement. Trop cool, Très merci bien. beaucoup. Merci à vous. Merci, les gars. Ouais, Allez. c'est une question quoi, qu'on aime bien poser à tous nos invités. Si vous aviez un conseil du coup à donner pour quelqu'un qui veut se lancer, bon, là vu qu'on a parlé IMO entrepreneuriat, normalement c'est IMO, mais là on peut dire soit IMO, soit entrepreneuriat comme vous voulez. Un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer, si vous en avez un à donner. Vas-y, Émilie. Vous associez pas. Pour conclure. Non. Un conseil. Bon, il y a le conseil bateau de lancez-vous, Ouais, c'est un peu bateau. mais c'est un Un peu beaucoup, ouais. On est d'accord que c'est bateau. C'est bateau, mais en même Mais temps. malgré tout, Croire en c'est- ses rêves. Croire en ses C'est rêves. ça. Malgré tout, Viser c'est la lune. malgré tout, ça aide. Hein. Ouais, ouais, À un moment, complètement. il faut se lancer, parce que c'est bien de se former, de se renseigner et tout ça, mais il faut se lancer. Et c'est... Et je pense qu'il faut aussi se forger un... Comment dire ? Mais ça viendra avec le temps, mais c'est se forger une petite carapace qui fera en sorte que en fait, vous pourrez subir les épreuves sans déprimer complètement, parce qu'il y aura forcément des hauts, des bas. Nous, je sais qu'il y a quelques bas en ce moment. Et avec l'expérience, tu te forges un peu aussi et tu prends du recul. Et ça aide à surmonter en fait certaines épreuves qui font que là, si on avait subi ça il y a oui, encore non, quelques années, je pense qu'on serait On en... serait pendu dans le Ouais. bureau. Hein. je pense que vraiment on serait Vraiment, en ça dépression tous serait les mal, deux. ouais. Donc, Ouais, je pense, comme tu dis, c'est peut-être un truc qui va avec l'expérience et à Ouais, force de prendre des coups, finalement, t'es exactement. plus. ouais, solide, c'est ça. Ça vient avec l'expérience, avec les événements qui font que. Mais je pense que c'est automatique. Je pense que tu es obligé de prendre ce chemin-là à un moment pour te forger et pour pas couler, quoi. Et comme on dit, tout ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Waouh. Allez, deuxième réel. Non, et après sur la partie moi plus IMO, je pense que moi j'ai beaucoup d'élèves qui réfléchissent beaucoup, tu vois, en se disant ok, si je fais ce premier projet, comment je vais faire pour le deuxième, comment je vais faire pour le Ah, il y en troisième, a beaucoup. comment je fais pour enchaîner les projets, tu vois. Et en effet, se focus beaucoup sur le deuxième, troisième projet, alors que finalement il n'y en a toujours pas un qui est trouvé. Donc achetez le premier et après on verra pour ceux d'après. Donc c'est vraiment, pour moi, ça c'est le plus important, c'est Très commencer bon par conseil, le premier, ouais. quoi. Voilà. Ouais, nous aussi, ça nous arrive qu'on ait Très bon conseil. Ouais. des clients ou des membres ou des potentiels membres, mais qui viennent nous voir en nous disant ils ont rien acheté encore, mais ils disent ah ouais, mais là je sais pas comment je vais faire pour la holding et comment je vais faire pour me structurer. Déjà achète un appart et voilà, oui, ça vient après. quoi. Donc voilà. Étape Finalement, par ça rejoint étape. ce que disait Émilie, lancez-vous quoi. Ouais, c'est ça, mais Voilà. j'ai essayé de le dire C'est ça. différemment. Si on veut vous contacter, Putain. on peut vous écrire où, vous retrouver Ne où. nous écris pas, s'il te plaît. Ok. Non, je rigole. On vous écrit pas, mais juste. Non. Sur Instagram, Club Immobilier, ou Guillaume Malguir, ou Émilie Malguir sur Insta, c'est le plus simple. Si on Ok. veut pas s'embêter, qu'on veut faire un projet clé en main, oikos-imo.com. Ouais. OIKOS. Voilà, on vous mettra les liens. ouais, on vous mettra les liens en description. si ça vous intéresse. Et merci beaucoup pour cette interview. Ouais, et, pour cet échange. Avec plaisir. et à très vite. À très vite. Allez, ciao. Ciao. Ciao.